Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. C'est une sale journée pour Harold. La justice vient de rendre sa décision. Son divorce a été entériné en sa défaveur. Il se fiche de l'argent qu'il va devoir à son ex-femme, mais celle-ci a obtenu la garde de leur fille, Elise, 13 ans. C'est une catastrophe pour lui, il est ruiné et il n'aura plus le droit de voir la personne qu'il aime le plus au monde que ponctuellement. Son ami James a proposé d'essayer de lui changer les idées et ils se sont retrouvés tous deux au Blue Velvet, l'un des clubs les plus prisés de Chicago. Sur la piste de danse, hommes et femmes s'agitent sur les notes électroniques d'un morceau de New Wave. Le club tout entier baigne dans une ambiance bleutée presque onirique. Harold s'est rendu au bar pour commander un verre. Il boit trop, il le sait, cela vient de lui coûter sa fille, mais tout ce dont il a envie c'est d'être saoul. La serveuse est une jeune femme petite et légère avec de longs cheveux bruns réunis dans une tresse épaisse qui descend dans son dos. Elle porte un pantalon, une chemise et un gilet d'homme, ce qui lui donne une apparence un peu androgyne. Elle s'approche du coup de Harold qui s'est accoudé au bar et elle lui demande qu'est-ce que je vous sers ? Un bourbon, s'il vous plaît. Elle commence à s'agiter, à prendre un verre, le nettoyer, mettre les glaçons, etc. Elle sert le verre, elle se penche un peu en direction d'Harold et elle lui dit, sa voix parvenant à s'entendre malgré le bruit ambiant de la boîte de nuit. Ah, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Vous savez, vous pouvez en parler si vous voulez. De toute façon, j'entendrai rien avec tout ce vacarme. Elle fait un clin d'œil, elle a l'air plutôt charmante et engageante. Je lui renvoie son clin d'œil, et puis je dis, effectivement, c'est pas la grande forme, c'est bien pour ça que je suis là. Moi, c'est Alinor, et vous ? Moi, c'est Harold. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Harold ? Vous avez l'air de quelqu'un de plutôt malin. Moi, comme vous voyez, je suis serveuse. Je suis ingénieur. Voilà. Mais en ce moment, c'est pas ça qui est ça, au travail. Ah ouais, pourquoi ça ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, j'imagine que comme vous avez des supérieurs qui ne vous écoutent pas vraiment. Elle est songeuse à l'instant et elle dit oui, vous savez, ça va plutôt, moi, de ce côté-là. Vous avez bien de la chance. Qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Je propose pas mal de choses à mon entreprise et mon supérieur n'a que pour objectif que de me casser, de me rabaisser et de m'ignorer. Je crois qu'il est temps pour moi de partir de cette entreprise. Ouais, ça a l'air d'être une sacrée situation, tout ça. Là, tu vois que elle sert également un verre, comme si c'était une marque pour montrer qu'elle s'est engagée en fait dans la discussion, mais elle n'y touche pas à ce verre. Hein. Elle a son attention qui est focalisée sur Harold et continue de le questionner. Ces questions devenant de plus en plus pointues. Mais du coup, quelles sont ces propositions que vous leur faites ? Si elles sont pertinentes, ils devraient les accepter normalement. Ce sont des propositions de développement pour l'entreprise, bien évidemment qu'elles sont pertinentes. Mais vous savez, les guerres de pouvoir au sein d'une entreprise sont toujours contre-productives et ne pensent pas à l'avenir de l'entreprise. Elles portent sur quoi ces propositions ? Vous travaillez dans quel genre d'ingénierie ? Je suis dans un domaine très spécifique. Je suis dans l'armement léger. Ah oui, effectivement, c'est particulier. Mais et du coup, vous voudriez changer ça ? Oui, je suis persuadé que le futur de la guerre se fera du côté cybernétique et du côté virtuel. J'en suis persuadé.
Je crois que ça me fait penser à un film. Je crois que j'ai vu un film là-dessus. Vous voyez pas ce film là avec un garçon qui se connecte à un ordinateur et puis en fait il dirige le système d'armement des États-Unis. Je remets pas le nom dessus, mais ça avait plutôt bien marché comme ce film à son époque. Oui, c'était un film certes un peu enfantin par rapport à nos technologies. L'avenir réside effectivement dans ce prémisse, en tout cas dans ce que vous avez pu y voir, mais on est déjà beaucoup plus loin que ça. Je vois, ouais, ça a l'air intéressant. Et du coup, la conversation continue un peu comme ça, de manière plutôt plaisante. La jeune femme a l'air plutôt douée pour mettre les gens à l'aise. Harold voit pas vraiment le temps passer. On le retrouve quelques temps plus tard. On saute un petit peu dans le temps. Il se réveille dans son appartement. Et ça fait quelques semaines déjà qu'il a dû prendre un appartement temporaire du fait du divorce et tout ça, peut-être même un peu plus, peut-être même quelques mois. Quand il se réveille, il se rend compte qu'il a visiblement dormi dans la baignoire de la salle de bain. Salle de bain aveugle, sans fenêtre. Il porte les mêmes vêtements que ceux qu'il avait au Blue Velvet. Il y a une sorte de sentiment étrange qui l'habite maintenant, mais plus étrange encore, il sait ce dont il s'agit. C'est pas tellement quelque chose de mystérieux pour lui, mais ce qui est mystérieux pour lui, c'est que en fait, son nouvel état, il en a pleinement conscience. Il sait qu'il est un descendant, il sait qu'il est un vampire. Il sait même tout ce que cela implique. Les idées lui viennent à l'esprit. Il sait c'est quoi la Camarilla, les anarques, le sabbat, les 5 traditions à respecter pour survivre. Il sait également qu'il est censé avoir un sire, un aîné qu'il a étreint et qu'il a fait entrer dans la famille des vampires et dans ce clan malkavien auquel il sait qu'il appartient et dont il connaît les pouvoirs et les tourments. Mais il est incapable de se rappeler de comment il a appris tout ça et qui lui a enseigné tout ce savoir. Ok. Du coup, le premier réflexe, ce serait peut-être de fouiller dans mes poches, dans ma veste, dans mes poches, pour voir si je peux trouver un indice, justement, de savoir qui pourrait être mon sire. Alors, du coup, sur lui, à part ses clés d'appartement qui sont dans ses poches, la clé de son véhicule et son portefeuille, il trouve plusieurs cartes de visite, visiblement d'investisseurs, de banques, de choses comme ça. Visiblement, il a été actif de manière professionnelle, mais il en a pas vraiment souvenir. Ok. Est-ce que dans les cartes de visite, il y a des noms que j'avais peut-être déjà connus? Ouais, il y a effectivement il y a un des banquiers qu'il avait déjà contacté et qui lui avait refusé un prêt pour l'ouverture de son entreprise. D'accord. Okay. Bah, du coup, je sors doucement de la baignoire et puis j'essaye de sortir de la salle de bain pour voir si je ne suis pas tout seul dans l'appartement, parce que si j'ai dormi dans la salle de bain, dans la baignoire en tout cas, c'est peut-être parce que j'ai laissé ma chambre à quelqu'un. Instinctivement, tu sais surtout que la salle de bain, elle a aucune ouverture et que c'est dans ton appartement l'endroit le plus sûr pour un descendant pour passer le jour. D'ailleurs, effectivement, quand tu ouvres la porte de la salle de bain, il fait nuit dehors. Les rideaux sont quand même tirés un peu partout. L'appartement baigne dans l'obscurité, mais on voit à l'extérieur les lumières électriques de la ville. Décris ton appartement, à quoi ressemble son appartement temporaire? Là, il s'est installé dans quel genre d'appartement? Alors, je pense que c'est un appartement très fonctionnel et très impersonnel, dans le sens où on sent bien qu'il est là depuis pas très très longtemps, que c'est pas ses meubles à lui, c'est un espèce de meublé, voilà, avec un salon, salle à manger, tout ce qu'il y a de plus commun, une salle de bain commune, mais voilà, très très impersonnel. Juste, on peut remarquer que on voit qu'il tombe dans une dépression gentiment parce qu'il y a des bouteilles d'alcool qui traînent un peu partout et que c'est pas foncièrement très bien rangé, surtout dans la cuisine. Et puis voilà, des papiers partout. Je pense que ses affaires personnelles, s'il y en a, elles sont peut-être
dans un certain nombre de cartons qui n'ont pas été déballés, qui restent dans un coin en attendant peut-être une autre installation. Oui, oui, c'est ça. Il y a un espèce de mur de carton dans un coin, et puis en fait, le strict nécessaire qui est sorti, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 vestes qui traînent un peu à gauche et à droite. Il y a tous ces papiers sur la table de la salle à manger qui sert à créer, les papiers pour créer son entreprise, là où il bosse, en fait, un peu son plan, son bureau, quoi. Mais voilà, ça reste très impersonnel et on sent que c'est pas investi. Alors quand il sort de la salle de bain, Harold se rend compte que la petite lumière du répondeur est en train de clignoter. On est dans les années 90, donc effectivement là il y a un téléphone fixe, c'est une antiquité maintenant, donc un téléphone fixe avec un répondeur intégré. C'est un répondeur à cassette. Je me dirige du coup instinctivement vers le répondeur et puis j'appuie sur le sigle play pour écouter qui m'a laissé un message. Ça rembobine et ça te donne du coup les messages dans l'ordre. Premier message, samedi 8 avril à 3h. Oui Harry, c'est James, t'es parti prendre un verre et je t'ai plus vu de la soirée. Impossible de te retrouver, alors je suis rentré, j'espère que tu vas bien, fais-moi signe dès que tu émerges. Second message, dimanche 9-4 à 12h. Hey Harry, c'est James, j'ai toujours pas de nouvelles de toi et je commence à m'inquiéter. J'ai rappelé le club, ils disent qu'ils ne savent rien. Fais pas de conneries, t'as des problèmes mais ça va se régler. Fais-moi signe, je veux juste être sûr que tu vas bien. Troisième message, lundi 10 avril à 16h. Harry, me fais pas flipper, je suis passé au club, ils ont même pas de traces de toi sur les caméras. Selon eux, on n'est jamais allé au Blue Velvet vendredi soir, c'est dingue. Je tourne en rond, je deviens fou, appelle-moi, je t'en supplie. Et quatrième message, mardi 11 avril à 18h. Hey Harry, c'est encore moi, à quel jeu tu joues? Quelqu'un m'a appelé pour m'annoncer que notre demande de financement était validée. Un investisseur anonyme que tu aurais rencontré ce week-end aurait poussé le dossier auprès de la banque. On est deux dans cette galère, m'oublie pas, arrête de jouer au fantôme et dépêche-toi de me rappeler. Je voudrais être content et fêter ça avec toi, mais je comprends rien à ce qui se passe et tu m'as toujours pas donné de signe de vie. Et là, la bande passe au blanc, tu as pas d'autres messages. Est-ce que dans l'appartement, il y a quelque chose qui peut m'indiquer quel jour on est? Je pense qu'il y a peut-être eu une horloge électronique ou quelque chose comme ça. Et effectivement, on est le mercredi. D'accord. Du coup, je prends le combiné et puis j'appelle James pour lui donner des nouvelles rapidement. Donc tu composes son numéro et après un peu d'attente, il décroche. Oui, allô? Oui, James, c'est Harold. Harold? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ça fait presque une semaine que je te cherche partout. Tu donnes pas de nouvelles et là on me contacte, on me dit que c'est bon pour notre projet, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je ne veux pas t'en parler au téléphone. Est-ce que tu peux me rejoindre tout de suite à mon appartement? Oui, ça va, t'es sûr? Oui, ça va, mais écoute, il faut que je te dise quelque chose. Viens le plus vite possible, je t'attends chez moi. Bon, j'arrive, je me dépêche. Il raccroche. Du coup, il y a une bonne demi-heure qui passe avant que James fasse son arrivée. Il sonne à l'entrée. Tu lui ouvres. Donc James, c'est cet ami de longue date que à la base tu avais rencontré lors de tes années au Vietnam. Lui aussi, il avait été envoyé là-bas et comme toi, il avait plutôt été dans les communications. Hein. Vous étiez pas sur le front directement. Vous étiez chargé plus d'aspects techniques, etc. Parce que malgré ses origines afro-américaines, James c'est quelqu'un qui a réussi à faire des études d'électronique et qui du coup avait des connaissances dans le domaine qui lui ont permis de se mettre un petit peu en avant et d'échapper à la plotaille. Là de nos jours, il a perdu un peu de cheveux et il s'est un peu dégarni. Par contre, il a gagné en barbe
Et c'est un homme qui est plutôt solide au niveau physique, plutôt large d'épaule, quelqu'un qui a aussi l'habitude du travail manuel et qui est assez loin des archétypes des geeks ou des techniciens habituels. Il a l'air plutôt inquiet quand il pénètre à l'intérieur de la pièce. Oui, forcément, je le fais rentrer tout de suite. James, bien, on va s'asseoir. Je t'offre un verre. Non, ça va aller. T'es sacrément pâle, hein, par contre. Je sais pas ce qui t'arrive, mais t'as pas l'air d'avoir la forme. Écoute, assieds-toi. Je pense qu'il vaut mieux. J'ai une nouvelle importante et ça va changer pas mal de choses entre nous. Enfin, si. Assieds-toi. J'ai quelque chose. Je ne sais pas trop comment te le dire, mais assieds-toi. Ah, tu m'inquiètes avec tout ça. Écoute, je te dis, voilà, j'ai effectivement rencontré quelqu'un au Blue Velvet. Je ne sais pas qui exactement. Je sais juste que voilà, maintenant. Oui, on était bien au Blue Velvet parce que ces gens-là, ils étaient presque à me faire douter. Soi-disant, on n'y serait jamais allé, ils t'auraient pas vu. C'était trop bizarre. Si, j'écoute, il y a une explication tout à fait plausible pour le fait que je ne sois pas apparu sur les caméras. C'est que bon, je vais pas tourner par quatre chemins. Je suis devenu un vampire. Là, il te regarde totalement incrédule avant d'éclater de rire. Du coup, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce délire encore? Écoute, Je sais bien que ça va pas, mais et que t'es un peu palo, mais tu vas quand même pas te mettre à porter une cape et tu vas pas essayer de sucer mon sang. Hein. Non, tu peux t'enlever ces clichés-là. Je crois que les vampires maintenant sont plus de cet acabit-là. Mais écoute, je serais capable de t'expliquer comment, parce que je ne retrouve pas la mémoire. Mais par contre, nous sommes de connaissances sur tout ce monde-là qui sait tout faire. Qui est arrivée, je ne sais pas trop comment, mais elle est là. Et je ne sais pas trop comment te le prouver, mais tu dois me croire. Je suis devenu une créature que je ne m'explique pas, ni comment je suis devenu, mais je suis bien un vampire. Il est incrédule, s'enfonce un peu dans le fauteuil sur lequel il s'était installé. Il a l'air de peser un petit peu les mots que tu lui as dit. Mais ça a l'air assez compliqué pour lui de se rendre compte de ce que ça implique, tout ce que tu es en train de lui dire. Tu vas me faire un jet de manipulation plus empathie pour essayer de le calmer. T'as 3 en manipulation, tu as 2 en empathie, et là, comme il s'agit de quelque chose de très important, moi je te conseille de faire ce qu'on appelle un coup de sang, une exaltation. Tu vas avoir 2 dés supplémentaires, mais par contre, ça augmente potentiellement ta faim. Du coup, ça te ferait 7 dés pour essayer de calmer nos camarades. Ok. Alors 4 succès, c'est pas mal. Tu peux même utiliser une relance pour augmenter encore ça. Là, je pense que c'est quelque chose de très important pour Harold. Donc effectivement, là, ce que tu peux faire, c'est slash et 2R pour faire une relance. Ça utilise un point de volonté, mais ça maximise tes chances. Mieux. Voilà, 5 succès, c'est très fort. En plus, lui, c'est déjà un ami. Donc tu te lèves, tu poses une main sur son bras, tu te montres réconfortant. Qu'est-ce que tu lui dis pour essayer de le calmer? Écoute, ça ne change rien à notre amitié et aux liens forts qui nous unissent depuis très longtemps. J'ai juste besoin de ton soutien, de ton appui, et puis je te garantis que ma nouvelle condition va nous ouvrir sûrement de nouvelles portes. Mais j'ai besoin que tu gardes le secret et que ça ne reste qu'entre nous. Je t'assure que ça ne modifiera pas nos plans et la construction de notre nouvelle entreprise. Mais donc c'est pour ça tous ces investisseurs qui d'un coup nous contactent et nous offrent d'ouvrir leur portefeuille alors que il y a quelques semaines à peine ils nous claquaient la porte. Oui, c'est en lien parce que tu sais que
cette confrérie, si je peux l'appeler comme ça, pour que tu comprennes plus facilement, a des relations partout et étendues partout et, et peut jouer de ces relations justement pour les membres de notre communauté pour accélérer les choses et faire avancer rapidement les choses. Et effectivement, même si je serais incapable de te dire quelle est cette personne qui nous accompagne et qui nous pousse, parce que je n'ai pas la mémoire sur ça et c'est bien embêtant et bien questionnant, mais c'est grâce à cela que du coup nous pouvons maintenant, que nous avons réussi à avoir cette offre de la banque pour pouvoir monter notre entreprise. Il regarde un peu dans le vide. Il est quand même sous l'effet du choc. Il est pas forcément encore trop sûr si il doit te croire ou pas. En même temps, t'es son meilleur ami. T'es le parrain de son fils. Vous avez une proximité assez importante qui fait que là, face au ton très sérieux que tu lui présentes, il peut difficilement décider de contester tout ça en fait. Est-ce qu'il y a un moyen, on va dire physique là pour que je puisse lui prouver? Un moyen physique? Oui. Alors effectivement, les vampires dans la mascarade peuvent faire sortir leur croc. Ça fait partie des choses. Après, ils n'ont plus de battement de cœur non plus. Mm-hmm. Toutes les fonctions physiques normales sont désactivées en quelque sorte. Le corps est cliniquement mort. C'est juste qu'il y a ce sang ancien et puissant qui anime le corps de manière irréelle. Sachant que tu peux aussi dépenser de la soif pour te donner l'apparence de la vie aussi. Tu peux faire semblant d'être plus vivant, de te donner un rythme cardiaque, etc. C'est juste que ça demande un effort supplémentaire. Mais effectivement, il y a quelques trucs comme ça qui peuvent prouver à James que t'es mort et t'es un vampire du coup. Et j'imagine que même si ça fait un peu cliché, mais ils n'ont pas de traces de moi sur les vidéosurveillance, ça veut dire que j'ai peut-être pas de reflet aussi non plus. Alors ça c'est pas le cas justement. C'est quelque chose que tu n'expliques pas parce que justement tu sais toi que ça c'est pas quelque chose de vrai. D'ailleurs dans la salle de bain tu t'es vu dans le miroir. C'est pas une question que t'apparaît pas sur les caméras. C'est que peut-être les caméras ont été ont filmé à des endroits différents où ils ont été mamaillés. Bah peut-être que quelqu'un effectivement a effacé les bandes, a modifié les bandes pour être sûr que y ait pas de trace de ton passage là-bas. Bah je vais m'adresser à lui. Écoute James, je vois bien que tu as du mal encore à y croire un petit peu. Écoute, essaye de prendre mon battement cardiaque. Pose ta main sur mon poignet et essaye. Tu sais très bien, on l'a appris à l'armée comment il faut faire pour savoir si un camarade est encore vivant. Du coup, il s'exécute. Il tend un peu fébrilement ses mains pour saisir ton poignet. Il place ses doigts sur la veine pour sentir les battements. Et effectivement, après quelques longues secondes d'attente et d'inspection, tu vois ses yeux qui s'écarquillent un peu. Il te regarde stupéfait. Harold, c'est impossible.